Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour madame. Vous êtes député de l'Essonne, vous êtes président de Debout la France et candidat à la présidentielle. Il y a eu une rencontre de marathon hier entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. 5 heures de discussion, des discussions utiles selon Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a eu raison d'y aller. Mais bien sûr, ça je l'ai toujours dit, il faut un dialogue avec la Russie, il faut trouver une issue rapide à ce conflit absurde qui met en péril l'Europe, alors que l'Europe a des défis autrement plus importants que le Donbass, l'islamisme en Afrique, le Moyen-Orient, la domination technologique américaine et chinoise. On a beaucoup critiqué Emmanuel Macron en disant il se pousse du col, il ne va rien obtenir. De fait, les commentaires sont assez critiques encore ce matin en disant il n'y a pas eu de concession de Vladimir Poutine. Malgré tout, il fallait y aller. Mais écoutez, je suis suffisamment critique sur Emmanuel Macron, je crois que je ne suis pas suspect de complaisance, mais bien évidemment. Et il faut surtout maintenant passer aux actes, c'est-à-dire que la France devrait dire à ses partenaires, avec l'Allemagne d'ailleurs, parce que je pense qu'on est d'accord sur la ligne, maintenant on arrête avec ce conflit qui est alimenté en permanence par les États-Unis et en fait plus globalement, si on prend un peu de recul, par le concept que j'appelle de la ligne Maginot. C'est-à-dire qu'on se trompe toujours d'un conflit et on plaque notre esprit du passé sur l'avenir. En vérité... Est-ce que c'est pas ce que fait Vladimir Poutine d'ailleurs aussi? Non, honnêtement, dans cette affaire, on donne raison aux Ukrainiens alors que les torts sont largement partagés. N'oubliez pas et n'oubliez jamais qu'en 1997, l'OTAN a signé un accord avec la Russie. Cet accord était très clair, pas de troupes, pas d'installation, pas de missiles dans les nouveaux pays et qui n'a pas été respecté par l'OTAN. J'ajoute qu'il faut transformer l'Ukraine au plus vite dans une zone de neutralité qui permettrait de calmer la Russie parce qu'il faut aussi comprendre le point de vue russe. Il faut appliquer les accords de Minsk que n'ont toujours pas appliqués les Ukrainiens, notamment l'autonomie du Donbass, et il faut que Vladimir Poutine, à partir de là, retire toute influence sur l'Ukraine. Et si on fait ça, on a une solution sage, équilibrée. Mais il y a des va-t-en-guerre dangereux. Moins critique que l'ensemble des commentaires aujourd'hui. Oui, mais parce que les commentaires... ça ne pouvait pas se faire en une soirée. Mais surtout parce que les commentaires se trompent de conflit. Nous avons, moi, si j'étais au pouvoir, je supprimerais les sanctions contre la Russie tout de suite, de manière unilatérale. Je dirais très clairement qu'il faut arrêter. Nous avons besoin d'une grande alliance avec la Russie. C'est vital pour l'avenir de l'Europe. Pour l'avenir de l'Europe. On a le feu au Sahel. On a le feu au Moyen-Orient. L'Europe est menacée d'une submersion migratoire. D'une poussée djihadiste. Où la Russie ne joue pas forcément mais bien évidemment. Pour nos intérêts. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas de dialogue avec la Russie. Parce qu'on passe notre vie à pousser la Russie dans les bras de la Chine. C'est une aberration géopolitique. La Russie a des ressources naturelles. Nous avons de la technologie. La Russie est profondément européenne. La Russie nous a sauvés au Moyen-Orient en luttant contre Daesh. La Russie met quand même 120 000 soldats comme aux frontières. Mais pourquoi? Et ça peut rendre nerveux, a dit Emmanuel Macron. Peut-être, et ça c'est vrai. Mais dans la vie, est-ce qu'on veut pousser la Russie dans les bras de la Chine et de l'Iran? Est-ce qu'on veut être les petits toutous des Américains qui sont ravis de nous vendre du gaz et qui sont ravis de voir l'Europe se déchirer pour une région? Car n'oubliez pas que la guerre de 14-18 est partie de problèmes de minorité et la guerre de Yougoslavie. Donc je crois que l'Europe a des défis, encore une fois, existentiels pour l'avenir, a des défis de puissance scientifique. Je suis très inquiet de ce basculement de la Russie vers la Chine, alors même qu'on devrait travailler avec la Russie pour être une force d'équilibre dans le monde et éviter de sombrer dans ce duo infernal entre les États-Unis et la Chine. Donc, vous voyez des mérites à l'Union européenne, vous, souverainistes? Aucun mérite à l'Union européenne. L'Union européenne nous pousse dans ce conflit avec la Russie. Donc je n'ai aucun mérite à l'Union européenne. Mais vous soulignez quand même que la France n'est pas seule face à la Russie. Mais j'ai toujours été pour une Europe des nations. Je pense que la France, l'Allemagne, l'Italie doivent
poursuivre leur politique autonome vis-à-vis de la Russie, arrêter les sanctions, préparer la neutralité de l'Ukraine. Et ensuite, ça se fait un par un et non pas ensemble. Mais ça se fait ensemble à 3 ou 4 pays, mais pas 27, puisque les 27 paralysent l'Union européenne. L'Union européenne est un fiasco qui met de l'huile sur le feu. Effectivement, hier, Emmanuel Macron n'a quasiment pas parlé des États-Unis. Vous avez senti qu'il se démarquait un peu? Mais ça, c'est des paroles, parce qu'Emmanuel Macron fait le beau dans cette affaire. Mais le problème de fond n'est pas là. Alors, il faut savoir, il fait le beau ou il a eu raison d'y aller? Il a eu raison d'y aller. Il a eu raison d'y aller. Mais si c'est pour faire le beau, ça ne sert à rien. Donc moi, j'attends la levée des sanctions, j'attends une proposition de la neutralité de l'Ukraine, et j'attends qu'ils disent à nos partenaires européens, maintenant, ça suffit, on arrête. Et il peut le faire avec l'Allemagne et l'Italie. C'est peut-être pas le moment. Mais si, c'est le moment. Au contraire, c'est le moment de désamorcer. Ça ne sert à rien d'aller voir Poutine si ce n'est pas pour faire des propositions concrètes. Donc on va voir ce qui va se passer. Jean-Louis Bourlange, qui est à la Commission des Affaires étrangères, dit le problème c'est qu'on parle plus, on n'a plus de vocabulaire commun sur la scène internationale. Dans les années 80 ou fin de la guerre froide, il y avait encore une grammaire commune. Ce langage commun, il est impossible à atteindre. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de langage commun entre les Européens, ça c'est sûr. Puisque nous avons des États européens qui sont des vassaux des États-Unis et veulent créer un problème avec la Russie. Donc voilà. C'est parce qu'en fait, le problème de fond, c'est que la France a perdu son indépendance de politique étrangère. Et que nous devons retrouver notre indépendance, sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, avoir notre propre politique étrangère, et puis coopérer avec les grands pays européens qui ont encore une politique étrangère. Voilà. Parlons un peu de la campagne. Oui. Vous êtes candidat. Oui. Vous avez des difficultés à réunir vos parrainages. Oui, c'est vrai. Il m'en manque très peu, mais il m'en manque. Et je suis inquiet. Je dirais une trentaine, un peu moins peut-être. Ça dépend des jours, parce que vous savez, il y en a qui arrivent, il y en a qui s'en vont. J'ai heureusement beaucoup de maires qui me parrainent, mais il m'en manque quelques-uns et l'échéance approche. Et je demande aux maires de comprendre que s'il n'y a pas de parrainage, il n'y aura pas de diversité de candidatures. Et s'il n'y a pas de diversité de candidatures, il y aura encore plus d'abstention. Et la colère qui monte dans le pays risque de se transformer en une abstention massive qui amoindrirait la légitimité du président sortant. Et donc je trouve ça grave. De même, je trouve qu'il n'y a pas de vrai débat dans le pays sur les solutions. J'ai publié 2 documents, sans décision, un chiffrage. Je pense être le seul qui a précisé vraiment, euro par euro, le chiffrage de son projet, parce que je respecte les Français. Et je trouve que cette campagne est complètement folle, avec des promesses partout de Père Noël qui ne seront pas tenues et qui accroîtront la désespérance des Français vis-à-vis de la classe politique. Donc je pense qu'il y a besoin d'un sursaut de campagne. En 2017, vous aviez rejoint Marine Le Pen. Au deuxième tour. Comme d'autres avaient rejoint Emmanuel Macron au deuxième tour. De qui vous sentez-vous le moins éloigné aujourd'hui? Mais je ne sais pas qui sera au second tour. Je combattrai Emmanuel Macron, qui est un danger public pour le pays, qui a affaibli la France. Maintenant, je pense qu'il ne sera pas au second tour. Et donc, je pense que le choix qu'on nous présente est un faux choix. Marine Le Pen au second tour, je ne sais pas qui sera au second tour. Ce que je sais, c'est qu'on ne nous fera pas la vieille fable de l'extrême droite au danger, etc. Tout ça, les Français n'en peuvent plus. Ce que veulent les Français, c'est qu'on baisse le prix de l'essence. On peut le faire. Et je propose de supprimer la taxe sur la taxe, c'est-à-dire la TVA sur la TIPP. Ça ferait une baisse du prix de l'essence. Ce que veulent les Français, c'est qu'on augmente leur pouvoir d'achat. L'inflation est en train de tuer les plus fragiles. Et je propose l'indexation des pensions de retraite. Et je dis aux grandes entreprises, et je leur dis, vous êtes en train d'être inconscient si vous ne faites pas un geste salarial sur le pouvoir d'achat. Non mais c'est très important, les profits n'ont jamais été aussi élevés et le peuple n'a jamais autant souffert. C'est cette colère que vous ressentez. Ah mais je la ressens et je dis que si les entreprises ne font pas un geste salarial et donnent tout aux actionnaires comme en ce moment, ça va péter. Et les difficultés de recrutement sont liées à la faiblesse des salaires. Donc, je lance un appel. Je crois qu'il est urgent que l'État fasse un geste sur la baisse du carburant. Il peut le faire. Ça coûte 7 milliards. Je propose qu'on fasse un impôt au-delà du chèque énergie. Mais bien sûr, un impôt provisoire sur les très grandes fortunes au-dessus de 10 millions d'euros, provisoire, pour payer cette baisse du carburant. Je propose qu'on indexe les pensions de retraite sur l'inflation. C'est fondamental. On a
Oui, mais c'est fondamental, parce que les Français attendent des gestes concrets. Comment vous expliquez que pour le moment, dans les intentions de vote, vous êtes à 2%? Oh, bah parce que les Français, oui, mais les Français sont... J'ai eu combien sur France Inter de temps de parole? L'année dernière, j'ai eu 10 minutes, quand M. Roussel, du Parti communiste, a eu plusieurs heures. Donc, c'est une question, laissez les Français juger. D'abord, les sondages, je n'y crois pas un instant, et vous savez pourquoi? Pas parce qu'il y a un grand complot, parce que les sondages sont faits sur les gens certains d'aller voter, c'est-à-dire moins de la moitié de la population. Et tout mon objectif et tout mon combat, c'est qu'il y ait une vraie élection présidentielle. Un peu plus d'égalité de temps de parole, ça serait pas mal. Deuxième point, un peu moins d'égalité, un peu plus d'égalité dans la recherche des parrainages. Il y a ceux qui ont des pactoles et d'autres qui n'ont pas assez. Vous avez quand même qualifié, dans un reportage télévisé récent, les méthodes d'Éric Zemmour, méthodes de voyous, vous dites. Oui, sur les parrainages, oui, c'est pas bien, ça se fait pas, mais bon, ça, c'est pas grave. Par ailleurs, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est la vie. Chacun jugera. Vous savez, moi, je crois que les Français, d'une manière générale, ont besoin d'être rassemblés après une présidence de déchirure. Et je suis pour l'indépendance de la France, comme Éric Zemmour et comme d'autres, mais l'indépendance de la France et le gaullisme, pour moi, c'est le rassemblement des Français. Et on peut rassembler les Français sur une vision à long terme du pays, sur quelques grands chantiers. Je vous ai parlé du pouvoir d'achat, sur la démocratie, le référendum d'initiative citoyenne, le référendum pour les grands choix. C'est fondamental, parce que si on ne recoupe pas la démocratie française, ça va finir dans la rue. Et la France est malheureusement coutumière des éruptions volcaniques. Donc je dis à ceux qui méprisent la démocratie, à ceux qui croient qu'on peut tout acheter, attention. C'est peut-être pas un grand chantier, il y a une polémique sur les maths en ce moment. Vous êtes énarque, vous en pensez quoi? C'est pas parce que j'ai fait l'ENA que d'ailleurs, j'étais pas super bon en maths. Mais je pense qu'il y a une baisse du niveau dramatique. Je pense que le nouveau bac est une catastrophe. Qu'on continue à avoir une baisse de niveau. Les barèmes internationaux sont catastrophiques pour la France. Mais c'est le résultat de 15 ans d'abandon. Et je propose, et c'est peut-être un des projets les plus importants, une refondation de l'école publique sur le mérite, l'effort, l'aide aux enfants en difficulté, mais si on ne comprend pas... tout le monde propose. Non, oui, mais tout le monde propose, mais tout le monde a fait le contraire. On est passé de 15 heures de français par semaine à 9 heures. Mais on a aussi et on a baissé les petites classes dans les zones d'éducation. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le niveau scolaire des maths et des français. C'est bien. Oui, mais si parallèlement il n'y a pas le nombre d'heures, non, ça ne fait pas augmenter le niveau, ça permet de sauver des enfants et c'est très bien. Mais donc d'augmenter le niveau à terme. Non, malheureusement, ça ne suffit pas. C'est très bien pour éviter des retards au départ. Ça, c'est très bien, je l'ai toujours demandé. C'est d'ailleurs M. Ferry qui l'avait lancé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne suffit pas. Et qu'il faut vraiment mettre le paquet sur l'instruction publique. Et ça veut dire un changement de mentalité. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous.